Donc bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Je voudrais remercier aussi Madame Korczynski de m'avoir fait l'honneur de me proposer de participer à cette première conférence thèse en poche. Donc dans une première partie, je vais vous présenter un petit peu mon parcours, donc d'étudiant en médecine jusqu'à l'internat et la thèse d'exercice. Et dans un second temps, on va repasser un peu en revue les grands moments de la soutenance de thèse pour que vous ayez effectivement une idée de la façon dont se déroule une soutenance et un peu des contenus. Alors, on va commencer par mon parcours donc personnel. Mon parcours, il se construit sur plusieurs grands thèmes. Le thème de la médecine, de la recherche, de l'histoire et de l'archéologie, de la psychologie et aussi des sapeurs-pompiers, où je vais effectivement un petit peu plus m'attarder. Le thème médical, bien évidemment. J'ai commencé mes études en 2003, donc de 2003 à 2011, mes études de médecine de P1 à D4 à Caen. De 2011 à 2013, donc le concours d'internat, puis le DES de médecine générale à Caen. Puisque au moment où j'ai passé l'internat, maintenant tout le monde passait l'internat, c'est-à-dire en 2011, que les personnes souhaitent faire une spécialité ou de la médecine générale, qui est d'ailleurs devenue une spécialité, le diplôme d'études spécialisées de médecine générale. J'ai débuté ensuite donc, des remplacements en 2013, et étant originaire de la Manche, il était évident pour moi que je souhaitais vraiment remplacer dans la Manche, donc exclusivement dans la Manche et sur des petites périodes. En général, je ne faisais jamais plus de 2 semaines d'affilée. Donc 2 semaines d'affilée, des fois c'était une semaine, des fois c'était une semaine sans travail, des fois c'était une autre semaine. Et puis bon, c'est un petit peu le rythme des remplaçants, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu ce qu'on nous propose aussi en fonction de la demande. L'internat, il faut savoir que j'ai été donc le premier externe en périphérique, en pédiatrie à Saint-Lô, lors de l'été 2011. Et j'ai souhaité faire faisant fonction d'interne pour justement permettre une transition, on va dire, un petit peu plus douce entre l'externat et l'internat. Parce que c'est vrai que quand on est externe, on est encore dans les études, même si on fait des stages, et quand on devient interne, on a des responsabilités qui augmentent en flèche. Et effectivement, avec la prescription, avec justement le suivi des patients, ça m'a paru intéressant d'être faisant fonction d'interne. Et l'avantage que j'ai eu, la chance même que j'ai eue, c'est justement d'avoir pu être faisant fonction d'interne dans le service de pédiatrie, puis ensuite de prendre mon premier semestre d'internat dans le même service. Finalement, j'ai passé 8 mois en pédiatrie, donc ça a été particulièrement formateur parce que j'ai vu pas mal de bouts de chou et c'est vrai que la pédiatrie, ça reste quand même un domaine que beaucoup de médecins redoutent, notamment en médecine générale, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très évident à gérer. L'avantage en pédiatrie à Saint-Lô, c'est qu'on était par exemple aux urgences pédiatriques et qu'on était justement en première ligne pour prendre en charge les consultations d'urgence pédiatrique et c'est très formateur lorsqu'on fait ensuite de la médecine générale. Ensuite, je suis passé donc successivement en gastro-entérologie, puis aux urgences du CHU où j'ai validé mon stage d'urgence puisque c'est obligatoire dans la maquette de médecine générale et le stage au CHU, je crois qu'il n'est plus obligatoire d'ailleurs maintenant, enfin, on reverra ça avec le docteur Rabiaza, les docteurs Rabiaza et Raginel. Puis le stage chez le médecin généraliste de premier niveau, puis un stage que j'avais souhaité demander, à savoir un stage qui mixait un terrain de stage de protection maternelle infantile et de centre de planification. Je voulais préciser aussi, c'est pour ça que je l'ai marqué, que le DIU de gynéco, donc DIU c'est diplôme interuniversitaire, je me suis inscrit à ce diplôme en fin de cursus d'internat parce que je souhaitais donc avoir des compétences, du moins avoir plus de connaissances dans la gynéco médicale et du coup j'ai profité du stage en centre de planification pour valider des stages obligatoires dans le cadre du DIU de gynéco. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé par le second stage chez le médecin généraliste, à savoir le stage SASPAS, de stage ambulatoire en soins primaires, si je ne me trompe pas.
Ensuite, il y a eu le thème de la recherche. Alors, à l'époque, quand je faisais mes études, c'était la grande mode du moment. La grande mode, c'était d'effectuer un parcours recherche parallèlement aux études médicales. En fait, on nous encourageait à faire des unités d'enseignement spécialisées, ce que j'ai fait. Au final, je me suis retrouvé avec un Master 1 de sciences biologiques et médicales, plutôt intéressant d'un point de vue culturel, mais bon, pour moi, aucun intérêt pour ma pratique future. Donc peut-être que ça aura un intérêt un petit peu plus tard, mais pas dans l'immédiat. Par contre, c'est un réel intérêt chez les étudiants qui se destinent à une carrière hospitalo-universitaire, hein, qui veulent faire ensuite de la recherche et éventuellement de l'enseignement. Ça peut être effectivement intéressant. Le thème de la psychologie, je m'intéressais à ça à une époque, notamment la psychosomatique, parce que j'y trouvais éventuellement un intérêt par rapport aux symptômes qui découlent du psychisme et aux symptômes que le psychisme peut engendrer. Donc j'avais fait un DU de psychosomatique psychanalytique à Paris 7 sur un an. Ça a été une déception parce que le contenu pédagogique ne m'a pas vraiment intéressé, ça ne m'a pas apporté grand-chose et ça m'a permis de faire des petites balades à Paris une fois par mois. Voilà. Ensuite, donc, depuis que je suis tout jeune, je suis passionné par l'archéologie et l'histoire. Et en fait, à l'époque où j'ai fait mes études, ils proposaient un DU d'anthropologie biologique et paléopathologie en 2007. Donc, eh bien, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis inscrit et puis j'ai fait un DU. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Il s'agissait justement en étudiant des ossements anciens, d'arriver à déterminer les pathologies dont pouvaient souffrir les personnes il y a plusieurs centaines d'années. Donc, c'est ce qu'on appelle la paléopathologie. Et donc, du coup, j'ai fait ce diplôme en 2007. Le thème des sapeurs-pompiers. Donc je vois que j'ai des collègues, avec grand plaisir, je vois que j'ai des collègues qui sont dans l'assistance, des collègues sapeurs-pompiers. Ça a été une révélation. J'ai un intérêt effectivement pour les sapeurs-pompiers depuis que je suis tout petit. Déjà quand j'étais petit, chaque fois je prenais mon vélo pour aller voir les pompiers partir dans la Manche à l'Aille-du-Puy. Donc j'étais vraiment admiratif. Et puis comme j'aimais aussi la médecine d'urgence, j'ai un jour poussé la porte du SDIS de la Manche. Et effectivement, à l'époque où je suis arrivé, c'est-à-dire en 2013, il y avait un décret qui venait de passer, décret du 17 mai 2013, qui autorisait les internes et les étudiants en médecine à s'engager dans le service médical des sapeurs-pompiers, avant même d'être diplômés. Donc je me suis engagé officiellement le 1er juillet 2013, environ un mois après la sortie de l'arrêté, en tant qu'interne. Donc ça voulait dire que je devenais médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires dans le département de la Manche, et qu'à ce titre, je pouvais justement participer à l'activité des sapeurs-pompiers. Donc je vais décrire un petit peu plus loin. Alors les sapeurs-pompiers, l'avantage c'est qu'effectivement c'est très codifié, et de plus en plus d'ailleurs. Donc une formation initiale avec les sapeurs-pompiers, qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SAP 1, c'est le secours à personne de niveau 1, ce qui m'a permis d'ailleurs de refaire le point sur les notions de secourisme, parce qu'il faut savoir qu'on a beau être médecin, le secourisme fait en bonne et due forme, on a beaucoup de lacunes, et du coup le fait d'avoir pu faire cette formation avec les pompiers, ça m'a apporté beaucoup. Ensuite, on est censé passer par l'ENSOSP, c'est l'École nationale des officiers et sapeurs-pompiers, ce que j'ai fait. Et pour obtenir, au final, un DU, donc un diplôme universitaire, au même titre que le DU de gynéco, c'est-à-dire un diplôme reconnu par les universités françaises. Donc le DU des services de santé et de secours médical, des SDIS, en partenariat avec plusieurs universités. En l'occurrence, c'était Brest, Bordeaux, Paris. Et la finalité de ça, c'est donc le DU et le brevet de médecin sapeur-pompier, qui est plus un brevet en interne au SDIS, d'accord, qui n'a rien à voir avec le DU qui, lui, est plus dans l'enseignement universitaire et post-universitaire. Il faut savoir que je parle de médecin sapeur-pompier, mais le pharmacien, l'infirmier et vétérinaire peuvent aussi s'engager chez les sapeurs-pompiers dans le service de santé. Médecin sapeur-pompier, c'est quoi? Donc quelques petits rappels. Donc le rôle du médecin sapeur-pompier, c'est avant tout les visites d'aptitude, donc des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels,
On pourrait comparer ça à une activité de médecine du travail, sauf que c'est une médecine du travail vraiment spécialisée, puisque les contraintes des sapeurs-pompiers sont quand même parfois très importantes. Le soutien sanitaire opérationnel des sapeurs-pompiers en intervention, hein, sur le feu, les catastrophes naturelles. En fait, on est les secours médicaux attitrés des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'en intervention, en principe, nous sommes les premiers à intervenir pour justement prendre en charge les urgences médicales sur les sapeurs-pompiers. Notre fonction a ensuite été élargie au secours à personne, au même titre que les SMUR d'ailleurs, mais il faut quand même savoir qu'avant tout, à l'origine, on est donc les secours attitrés des sapeurs-pompiers. Donc le secours à personne, j'y viens, donc c'est la formation des médecins sapeurs-pompiers à la médecine d'urgence qui leur permet justement de faire du secours à personne. Donc on a des marges de manœuvre qui sont quasiment identiques au SMUR, mais par contre, je tiens à préciser que notre rôle, c'est pas un rôle de SMURiste. On n'est pas des médecins urgentistes à proprement parler, c'est-à-dire qui travaillent aux urgences ou qui sont tout le temps à faire de la médecine d'urgence préhospitalière. En fait, notre objectif, c'est de pratiquer la prise en charge initiale des victimes, de temporiser dans l'attente des SMUR. Et donc c'est un intérêt particulièrement dans certains départements comme la Manche, où, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement les SMUR deviennent de plus en plus, se réduisent comme peau de chagrin, et effectivement ça pose un problème pour ça provoque une perte de chance pour les personnes qui ont des soucis de santé, qui doivent avoir une prise en charge rapide. Et enfin l'activité de formation des secouristes, des infirmiers sapeurs-pompiers et du grand public. Donc le médecin sapeur-pompier a aussi ses missions. Donc effectivement, à partir du moment où on forme, c'est formateur aussi bien pour ceux qui sont formés que pour ceux qui forment. Donc voilà. Donc les intérêts que j'y ai trouvés, hein, qui pour moi sont évidents, c'est que bon, les sapeurs-pompiers, c'est avant tout une grande famille avec beaucoup de qualités humaines. Hein, c'est vraiment des gens très très sympas. Des thèmes de recherche, et ça j'insiste, qui ne demandent qu'à être exploités. Donc je vais y venir, notamment mon sujet de thèse par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la possibilité de faire beaucoup de recueil de données et d'extraction de données. Et ça peut être vraiment très intéressant chez ceux qui veulent faire un petit peu de recherche. Une formation régulière et actualisée en médecine. Donc on nous propose des formations en médecine de catastrophe, de prévention et d'urgence. Et l'avantage, c'est que c'est incluable dans le développement professionnel continu, le DPC, parce que, comme vous le savez, les professionnels de santé sont tenus de régulièrement réactualiser leurs connaissances par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le développement professionnel continu. Et ces formations chez les sapeurs-pompiers, notamment dans la Manche, sont passées récemment, font partie intégrante depuis très peu de temps du DPC. Et c'est un exercice effectivement compatible avec l'activité de médecin généraliste, mais je précise quand même sur la base du volontariat. Hein, donc effectivement, ça ne donne pas lieu à un salaire, ça reste du volontariat. Alors je vais passer à la deuxième partie de mon propos sur le topo en fait, que j'ai présenté au moment de ma soutenance de thèse, un topo qui justement résume le travail dans le cadre de ma thèse. Donc comme l'a dit Madame Korczynski tout à l'heure, elle concerne l'implication et l'intérêt des infirmiers sapeurs-pompiers dans la prise en charge hospitalière des urgences coronariennes, et notamment l'exemple du département de la Manche qui me tient tant à cœur. Ce topo est le topo ni plus ni moins du topo que j'ai présenté à ma soutenance. C'est exactement le même, je n'ai rien changé. Voilà. Donc, on va d'abord reprendre quelques notions sur le syndrome coronarien aigu, les grands messages à faire passer. Donc, faut savoir que c'est un véritable problème de santé publique. Hein. Il y a environ 120 000 infarctus du myocarde par an. Et c'est une urgence évidemment potentiellement vitale, puisqu'on dénombre actuellement 18 000 décès par an et 10% de décès dans la première heure qui suit les premiers symptômes de l'urgence coronarienne. C'est un diagnostic le plus souvent électroclinique, mais pas toujours. La douleur thoracique peut manquer ou être atypique. Et le CG peut être normal ou les deux. Parce qu'en fait, dans un syndrome coronarien aigu, la plupart du temps, effectivement, la personne ressent une douleur thoracique, hein, qui est assez typique d'ailleurs,
Mais des fois, il manque des signes un petit peu à cette douleur thoracique typique qui peut justement mettre le diagnostic un petit peu en errance. Finalement, on ne sait pas trop si on a affaire à un infarctus ou si on a affaire à autre chose. Et on complète ce diagnostic par la réalisation d'un électrocardiogramme avec des signes électrocardiographiques, donc des signes électriques qui permettent de lever éventuellement un doute diagnostique ou de confirmer ou d'infirmer qu'on a affaire à un syndrome coronarien aigu. La difficulté qu'il faut noter sur l'électrocardiogramme, c'est que parfois l'électrocardiogramme peut être strictement normal chez une personne qui fait effectivement un infarctus. Donc, malheureusement et heureusement, c'est l'association de l'électrocardiogramme, de la clinique, qui permet de s'approcher de façon la plus pertinente du diagnostic de syndrome coronarien aigu et d'orienter la prise en charge. Donc, deux entités, syndrome coronarien aigu, donc SCA, ST+, c'est-à-dire avec surélévation du segment ST, ou ST-, donc sans surélévation du segment ST. Le SCA ST+, c'est une priorité à la reperfusion la plus précoce possible, par l'intermédiaire de deux méthodes, ou la fibrinolyse ou l'angioplastie primaire. Et c'est là qu'en fait on donne la notion de golden hours, puisque la golden hours, l'heure d'or, en fait, c'est le nombre d'heures au bout de laquelle on a un risque très très important de décès s'il n'y a pas de reperméabilisation. C'est environ 3 à 4 heures. Le SCA ST-, donc syndrome coronarien aigu sans surélévation du segment ST, le diagnostic repose sur une stratification du risque, haut, moyen et bas, et c'est là qu'on a un très grand intérêt des antiagrégants plaquettaires initiaux. La paramédicalisation des secours d'urgence préhospitaliers maintenant. Il faut savoir que la paramédicalisation ont des pionniers, c'est-à-dire que l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada ont débuté un peu ces pratiques avec une marge de manœuvre exceptionnellement large, avec des personnels qui sont formés de très longues heures, avec 3 niveaux croissants de compétences, ce qui clairement n'existe pas en France actuellement. Ensuite, le Royaume-Uni s'est mis à pratiquer la paramédicalisation des secours d'urgence préhospitaliers, la Finlande, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. À l'origine, en fait, cette notion de paramédicalisation permet de parler de concept de réponse graduée qui permet en fait aux infirmiers sapeurs-pompiers, dans le cadre des sapeurs-pompiers ou des secouristes qui pratiquent la paramédicalisation, de pratiquer les premières thérapeutiques et la stabilisation des patients. Et j'aime beaucoup ce terme, ce sont des urgentistes non médecins. L'état des lieux des urgences préhospitalières dans la Manche. Donc, dans la Manche, qu'est-ce qu'on a? On a le SAMU 50, le SAMU de la Manche, qui comporte 7 véhicules armés, comme la jolie photo qu'il y a ici, et répartis sur le département. Le SAMU 50 est la prise en charge des syndromes coronariens aigus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent, ils ont affaire à une fibrinolyse initiale. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, les deux possibilités, c'est ou la fibrinolyse ou l'angioplastie. Sauf que l'angioplastie, ça se fait ou à Caen, ou à Rennes, ou à Saint-Malo. Donc, quand on est un patient qui habite dans le fin fond de la Manche, par exemple dans le nord, là, du côté de La Hague, voilà. Lorsqu'on a une douleur dans la poitrine avec une suspicion d'infarctus du myocarde, très clairement, c'est très difficile par rapport au délai d'aller à Caen, à Rennes ou Saint-Malo. Et du coup, le SAMU donc, de la Manche propose, selon évidemment les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de privilégier la fibrinolyse initiale dans ces conditions. Donc effectivement, il existe une coopération forte entre les SDIS et le SAMU, donc je vais y venir avec la notion d'infirmier sapeur-pompier. Et le voici d'ailleurs, le joli véhicule aussi des infirmiers sapeurs-pompiers de la Manche. Donc je vais parler des points forts. Il faut savoir que les infirmiers sapeurs-pompiers dans la Manche ont une répartition qui sont quand même assez optimales, puisque vous voyez, chaque point correspond en fait à un infirmier sapeur-pompier avec son véhicule en capacité de partir sur une intervention.
Donc vraiment, vous voyez, il y a Cherbourg, il y a Saint-Pierre, Église, Valognes, Carentan, Saint-Lô, Villedieu-les-Poêles, Avranches, Granville, Coutances. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un maillage qui est quand même très favorable pour pouvoir se rendre sur intervention le plus rapidement possible. Le nombre d'ISP volontaires dans la Manche, donc infirmiers sapeurs-pompiers, ISP, est en augmentation constante. Actuellement, on a 60 infirmiers sapeurs-pompiers qui sont opérationnels sur le département. Donc, je parle d'ISP volontaires puisqu'évidemment, il y a des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels, comme les pompiers, hein, il y a des volontaires et des professionnels, mais ils sont largement majoritaires, ils sont très peu nombreux. Hein. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 dans le département de la Manche. Et le département de la Manche est donc doté principalement de volontaires. Les infirmiers sapeurs-pompiers travaillent par l'intermédiaire de protocoles infirmiers de soins d'urgence. Parce qu'évidemment, les infirmiers sapeurs-pompiers n'étant pas médecins, ils ne peuvent pas se permettre, en principe, de mettre en place des thérapeutiques d'eux-mêmes, en fait, sans protocole. Donc, c'est pour ça que ces protocoles ont été mis en place. D'ailleurs, ils ont été très récemment harmonisés sur toute la Normandie, parce qu'il faut savoir que les SDIS sont en principe indépendants dans chaque département. Donc chaque SDIS met en place les protocoles infirmiers de soins d'urgence qu'il souhaite, qui sont très souvent en adéquation avec les recommandations, qui le sont quasiment toujours d'ailleurs, et en concertation avec les SAMU de chaque département. Et donc, pour revenir à cette harmonisation, il y a eu une harmonisation très récente des protocoles infirmiers de soins d'urgence sur les départements de Normandie. Le nombre d'interventions en 2015, 2477, dont 1058 avec des protocoles infirmiers de soins d'urgence. Ça correspond à 7% des interventions pour secours à personne. L'hélicoptère de la Manche pour les transferts paramédicalisés. Donc on a la chance de l'avoir, notamment parce qu'on a une surface maritime qui est quand même assez importante. Et donc cet hélicoptère est déclenché exclusivement par le SDIS sur demande du SAMU ou d'autres, ou du CROSS par exemple, pour justement pouvoir éventuellement transporter les patients plus rapidement, notamment dans le cadre des syndromes coronariens aigus, en coronarographie, pour faire une angioplastie à Caen, à Rennes, à Saint-Malo, ou plus loin des fois quand aucun de ces centres n'est disponible. Voilà. Donc, ma thèse portait sur l'intérêt des infirmiers sapeurs-pompiers en intervention, dans la prise en charge donc, des coronaropathies. Et là, en l'occurrence, ça c'est un point majeur, c'est l'apport de la télémédecine. C'est-à-dire que les infirmiers sapeurs-pompiers de la Manche ont en fait un moniteur défibrillateur qui permet de réaliser des électrocardiogrammes au lit des patients et de les télétransmettre en temps réel pour interprétation par le médecin régulateur du SAMU. Donc comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic de syndrome coronarien aigu étant parfois relativement difficile, c'est vraiment un intérêt majeur de pouvoir avoir les informations de l'infirmier sapeur-pompier, les informations cliniques de l'infirmier sapeur-pompier qu'il redonne au médecin du SAMU, et qu'en plus le médecin du SAMU ait l'électrocardiogramme du patient pour pouvoir prendre une décision donc, dans les meilleures conditions. L'objectif, donc, c'est une aide majeure à la prise de décision, comme je viens de le dire, et optimisation des prises en charge. Donc là, un exemple d'électrocardiogramme. Donc voilà, ça c'est typiquement ce qui arrive au SAMU, et c'est ce qui est fait par les infirmiers sapeurs-pompiers. Là, en l'occurrence, c'est une personne de 62 ans qui fait un infarctus du myocarde, du moins un syndrome coronarien avec surélévation du segment ST. Là, on a une surélévation du segment ST dans les dérivations donc D2, D3, AVF ici, avec un miroir, ce qu'on appelle un miroir, c'est un petit peu technique. Là, ça ne surélève pas, mais ça sous-décale, d'accord? Et donc ça, c'est typique d'un infarctus du myocarde dans le territoire inférieur. Donc bien évidemment, quand le médecin du SAMU il voit ça, il sait d'emblée s'il doit envoyer une équipe SMUR ou s'il doit faire paramédicaliser le patient par un infirmier sapeur-pompier, ce qui est aussi une possibilité. Assez rarement dans les syndromes coronariens avec surélévation du segment ST, parce qu'il y a vraiment une priorité à la reperfusion et seuls les SMUR
ont la possibilité de fibrinoliser, les infirmiers sapeurs-pompiers n'en ont pas la possibilité. Peut-être qu'ils l'auront un jour. Hein. Je le souhaite d'ailleurs. Les protocoles infirmiers de soins d'urgence, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est régi par une loi, hein, d'accord. C'est rédigé par les médecins donc, du 3SM, donc c'est un acronyme un peu barbare, donc Service de santé et de secours médical, en collaboration avec le médecin du SAMU et validé par le médecin-chef du SDIS. Et donc évidemment conforme aux recommandations des sociétés savantes, hein, notamment la HAS, la Société française de médecine d'urgence, la Société française de cardiologie. Donc c'est quand même quelque chose, ces protocoles, qui est très encadré et qui est vraiment béton, hein, au niveau médico-légal. Et il faut savoir que les infirmiers sapeurs-pompiers de la Manche ont un kit urgence coronarienne dans lequel ils ont les principales drogues à administrer à un patient qui fait un syndrome coronarien aigu, en dehors du fibrinolytique pour la fibrinolyse. Le kit urgence coronarienne, donc suite aux recommandations, les molécules, l'aspirine, fondaparinux ou enoxaparine qui sont des anticoagulants, et le ticagrelor qui est un autre antiagrégant plaquettaire comme l'aspirine. Administré uniquement sous consigne d'un médecin, donc médecin régulateur du SAMU, cardiologue, médecin sapeur-pompier, voire un médecin libéral. Parce qu'il peut arriver qu'un médecin libéral, dans son cabinet, ait un patient qui a une douleur dans la poitrine, il appelle les pompiers, on lui envoie un infirmier sapeur-pompier, et bien l'infirmier sapeur-pompier, malheureusement, il a souvent des choses que le médecin libéral lui-même n'a pas. Donc, le médecin libéral peut totalement dire à l'infirmier sapeur-pompier, vous lui donnez de l'aspirine, 250 mg d'aspirine, voilà, vous lui donnez du ticagrelor, et on attend le SMUR. Voilà. Donc, du coup, que va devenir un patient qui a un syndrome coronarien aigu dans la Manche? Ou il est pris en charge initialement par un infirmier sapeur-pompier, quitte à faire une jonction avec un SMUR si ça ne suffit pas. Donc, il se retrouve à un endroit sur la route, le SMUR arrive et prend en charge le patient. Ou il y a une prise en charge d'emblée par un SMUR, ou une prise en charge complète par un ISP avec un transport paramédicalisé. Donc ça peut se voir quand les SMUR ne sont pas disponibles, qu'on appelle ça une carence de SMUR, ou un syndrome coronarien aigu sans surélévation du segment ST à moyen ou bas risque. Donc l'intérêt des ISP, c'est quoi? Établir un diagnostic rapide avec télétransmission de l'électrocardiogramme, le bilan anamnestique, l'anamnèse, donc l'interrogatoire, l'histoire de la maladie, puisque les infirmiers, donc, bien évidemment, sont capables de faire tout ça et de pouvoir poser des questions aux patients et recueillir les informations essentielles par rapport justement à la suspicion de syndrome coronarien aigu, la clinique et la paraclinique. Ça permet aussi, et ça s'est vu dans la Manche, de redresser un diagnostic initialement erroné. Parce que très souvent, un patient se présente avec une douleur thoracique qui est assez typique, et du coup, finalement, ce n'est pas forcément un syndrome coronarien aigu. Donc, quand le médecin régulateur du SAMU a un doute, oui, c'est bizarre, il a effectivement une douleur dans la poitrine, mais il ne fume pas, il n'a pas de problème de cholestérol, il n'a pas de facteur de risque donc cardiovasculaire, il n'a pas d'antécédents dans sa famille. On va d'abord envoyer un ISP, un infirmier sapeur-pompier, pour le prendre en charge. L'ISP fait l'électrocardiogramme ne montre aucun signe d'infarctus, et puis quand l'ISP arrive, le patient est rassuré, il n'a plus mal. Voilà, parce que des fois, les douleurs dans la poitrine, ça peut être de l'anxiété, tout simplement. Hein. Donc du coup, ça évite d'envoyer un SMUR. Et ça permet justement de diminuer, d'une part, les dépenses de santé, parce qu'il faut savoir qu'un SMUR qui sort, c'est 1 500 € à chaque sortie, et ça, à peu près, je donne un ordre d'idée. Et la deuxième chose, ça permet surtout qu'un SMUR soit disponible si une personne fait réellement un infarctus, ou alors pour une autre urgence potentiellement vitale. Hein, c'est très important. Donc, la prise en charge thérapeutique, parce que du coup j'ai avancé, voilà, précoce par l'intermédiaire des protocoles de soins d'urgence, et ça participe activement à la diminution du temps d'ischémie myocardique, puisqu'il faut savoir que chaque heure passée, c'est du muscle cardiaque. À chaque heure qui passe chez un patient qui a sa coronaire de bouchée, c'est effectivement du muscle myocardique qui disparaît, et donc un cœur qui devient de moins en moins viable, avec un risque à court terme ou d'arrêt cardio-respiratoire, ou d'insuffisance cardiaque aiguë, de troubles du rythme, de choses comme ça. Le diagnostic rapide, bon, évidemment, non seulement il est rapide, mais il est aussi comparable au délai du SMUR. Alors, j'avais fait une petite étude dans le cadre de ma thèse
pour comparer sur les secteurs de Valognes et Cherbourg, pour un motif d'appel douleur thoracique, savoir en fait si le temps que mettait l'ISP et le SMUR pour arriver auprès d'un patient était comparable. Et le délai que j'avais pris, c'est le délai entre le premier contact médical, c'est-à-dire le premier contact de l'infirmier avec son électrocardiogramme qu'il va transmettre au médecin du SAMU. Donc en fait, c'est un premier contact médical indirect. C'est-à-dire que l'infirmier, il arrive, ce n'est pas un contact médical, l'infirmier, c'est un contact paramédical, mais le fait qu'il télétransmette l'électrocardiogramme et que le médecin du régulateur du SAMU le voit, là, on est au premier contact médical. Donc le premier contact médical, et a priori, c'est un délai qui est quand même modifiable, parce qu'évidemment, on conçoit aisément que plus le SMUR va arriver rapidement auprès du patient, ou plus l'ISP va arriver rapidement auprès du patient, eh bien, plus ce délai entre l'appel du patient et le premier contact médical, il va se réduire. C'est automatique, c'est logique. Et donc là, j'avais fait un petit tableau récapitulatif. Donc là, vous avez le début de la douleur thoracique, d'accord ? Vous avez l'appel du patient, donc CODIS ou SAMU. Le CODIS, c'est le centre de réception des appels du service d'incendie et de secours, donc du SDIS. Le CG qualifiant qui est fait ou par le SMUR ou par l'ISP, donc premier contact médical. Et ensuite, je redétaille un petit peu les différents délais qu'on a dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et donc, ce délai dont je vous parlais, début de la douleur, premier contact médical, il correspond à deux délais. Le délai appel du patient, ECG qualifiant, donc c'est ce délai qu'on peut perfectionner avec plus d'ISP ou plus de SMUR dans un département, ou un aspect effectif plus important des SMUR, et l'intervalle libre qui est ici non modifiable. Évidemment, un patient qui a une douleur dans la poitrine, eh ben, s'il ne sait pas que ça peut correspondre à un infarctus, il va mettre un petit peu de temps à appeler, il va se dire « oh, ça va passer ». Donc, cet intervalle libre non modifiable, il est plus lié à l'éducation thérapeutique du patient, l'éducation qui passe par des campagnes de prévention. Et donc, on arrive justement à la coronarographie, à la fin, avec expansion du ballonnet, l'angioplastie. Donc ça, c'était juste pour vous montrer à quoi correspondait ce fameux délai appel du patient ECG qualifiant. Les résultats, donc sur une moyenne de 28 sorties d'ISP, on avait 21 minutes et 44 secondes pour les ISP, pour se rendre auprès du patient à partir de l'appel, et pour les SMUR, on avait 22 minutes. Donc, on ne peut pas effectivement conclure à une significativité statistique, parce que bien évidemment, il faudrait des nombres beaucoup plus importants et des recherches beaucoup plus longues. Et quand on fait une thèse d'exercice, eh ben, non seulement on n'a pas de fonds pour faire de la recherche, parce que vous savez bien que la recherche, ça coûte très cher, et la deuxième chose, on n'a pas forcément non plus beaucoup de temps. Donc moi, j'ai fait avec ce que j'avais et avec mes possibilités. Donc là, on constate que les délais, finalement, ils sont comparables. Conclusion 1. Efficience et plus-value dans le domaine cardiologique. Donc réalisation rapide d'un ECG, administration des premières thérapeutiques médicamenteuses, délai de réalisation comparable à celui des SMUR, donc une collaboration infirmier-sapeur-pompier-SAMU qui me semble, au vu de tout cela, nécessaire dans le domaine de l'urgence coronarienne. En tout cas, dans la Manche, l'ISP est très clairement un acteur à part entière. Et très clairement, les ISP, c'est un petit peu l'avenir, justement, dans le département de la Manche, de la prise en charge préhospitalière, en concertation, bien sûr, avec le SAMU. Et le SAMU lui-même prend conscience, de façon très, très claire, de l'intérêt qu'il a à travailler avec les ISP, en concertation, et non pas des guerres un petit peu de chapelle qui peut encore exister dans certains départements où les SMUR ne veulent pas justement avoir affaire à des ISP, très clairement. Et j'ai pas mal d'exemples à ce sujet, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc, le délai appel de la victime, premier contact médical, donc, a priori devrait être plus souvent pris en compte dans l'évaluation des pratiques des SMUR, concernant la prise en charge des SKST+, modifiable et perfectible, contrairement au délai début de la douleur appel du patient dont je venais de vous parler par rapport à l'éducation thérapeutique et au message de prévention. L'extension du transfert des tâches n'est pas à exclure. Donc je parlais tout à l'heure de l'ISP et fibrinolyse. Pourquoi pas un jour qu'un ISP pourra fibrinoliser
avec effectivement quelque chose de très encadré, comme les protocoles infirmiers de soins d'urgence actuels. Donc actuellement, 97 en France possèdent des ISP protocolisés, sur 101 SDIS, c'est-à-dire sur 101 départements. Efficience et plus-value dans le terme de la santé publique. Donc on n'a pas de perte de chance pour le patient, parce que justement le patient qui a un problème, eh ben, au moins il a son ISP qui vient quand le SMUR n'est pas disponible. Ça permet d'éviter des sorties inutiles. Hein. Et ça contribue à faciliter la prise en charge des urgences inopinées par les médecins généralistes en cabinets libéraux. Parce que, encore une fois, comme je vous disais, c'est très pratique, effectivement, pour nous, de faire appel à un infirmier sapeur-pompier lorsqu'on est dans notre cabinet, qu'on est en plein milieu d'une consulte de 30 personnes et qu'on a un patient qui pousse la porte et qui dit « j'ai une douleur dans la poitrine ». Et effectivement, ça peut nous rendre vraiment service qu'un ISP puisse venir faire un électrocardiogramme, parce que dans certains cabinets, il y a des électrocardiogrammes, mais il y a encore des généralistes qui n'ont pas d'électrocardiogramme ou qui, s'ils en ont, refusent de faire des électrocardiogrammes parce qu'ils ne veulent pas engager leurs responsabilités. Voilà. Le binôme ISP médecin généraliste pour la prise en charge initiale du patient. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, The End. Je voudrais juste terminer par, justement, un petit nuage de mots qui, en fait, résume un petit peu mon parcours. Donc, vous voyez que médecin généraliste, ça peut permettre quand même de faire pas mal de choses et de pouvoir quand même avoir accès à des centres d'intérêt qui sont relativement nombreux. Donc vous voyez un petit peu ce qui s'affiche ici. Hein. La recherche, les remplacements, la psychologie, la médecine d'urgence, la médecine générale, l'histoire, formation continue. Et donc voilà, je vous remercie de votre attention.